Bonjour, bienvenue au service d'archéologie préventive du département du Loiret. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un live dans les coulisses, donc dans les bureaux du service archéo. L'objectif, c'est de vous montrer ce qui se passe en dehors des phases de terrain, donc après le terrain, pour le traitement du mobilier, etc. et aussi pour toute la phase un peu administrative. Donc on va commencer par l'aile ouest du bâtiment. C'est une aile qui est majoritairement de bureaux. Donc là, on va juste faire un petit tour rapide pour vous montrer. On va d'abord dire bonjour à notre chef de service, qui est juste ici, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Ensuite, on va aller dire bonjour à Isabelle Boussard. Isabelle Boussard, c'est notre chargée de gestion administrative et financière, et elle a un rôle qui est aussi clé que les archéologues, parce qu'elle permet de faire toute la paperasse, tous les trucs un petit peu casse-pieds, qui sont aussi une part de notre travail en archéologie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ensuite, on va passer dans l'autre aile pour vous présenter l'élément principal qu'on essayait de vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la phase après le terrain de traitement de mobilier et l'étude des données de terrain. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut imaginer qu'il y a autant de temps sur le terrain que de temps en poste-fouille. La poste-fouille, c'est cette chaîne opératoire qui se produit après le terrain, justement. Donc on va traiter le mobilier qui a été découvert, toutes les données de terrain, les structures, et là, c'est les différentes étapes qu'on va vous présenter avec l'aide de mes collègues. Donc on va commencer par une salle qui s'appelle la salle de lavage et d'étude. Alors, vous pouvez peut-être deviner à l'intitulé ce que ça peut donner comme type de travail. Donc c'est bien sûr le lavage du mobilier et son étude. Donc pour ça, hop, on va passer juste ici avec mes collègues. Donc la première étape, souvent quand on revient du terrain, c'est l'étape de lavage du mobilier. Donc là, on voit Olivia qui est en train de faire du lavage. Elle lave de la céramique, donc des poteries. Elle le lave à l'eau parce que c'est une céramique qui est suffisamment résistante pour un traitement à l'eau. Il arrive que certains mobiliers archéologiques, donc certains objets qui sont découverts sur le terrain, ne puissent pas être lavés à l'eau, mais plutôt à sec. Ensuite, quand le mobilier est lavé, on le place sur ces racks avec des grilles de manière à ce qu'il puisse sécher. Donc là, je vous montre par exemple, ça aussi c'est de la céramique. Donc on les pose de manière à ce que ça puisse sécher et être vraiment bien sec pour pouvoir les remettre en sachet derrière. Hop, ces éléments, donc là c'est majoritairement de la céramique. Vous pouvez voir ici, hop, on est plus sur du mobilier en pierre, du lithique, ce qu'on appelle. Ah, donc ça, ce sont des exemples d'objets qui ont été découverts à Saran, par exemple. Ce mobilier, une fois qu'il a été correctement lavé, on va le mettre en sachet. Alors pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir le conserver et l'identifier facilement. Donc le sachet, il va permettre d'avoir le lieu du site sur lequel ça a été découvert. Il y a des numéros qui sont attachés de manière à ce qu'on puisse identifier précisément à quel endroit l'objet a été découvert. Donc là, il s'agit d'un petit morceau de mortier. Et on fait tout en double pour ne pas perdre l'information. On le met sur le sachet et aussi sur une étiquette à l'intérieur du sachet. Alors ça, c'est un mobilier seul. Il s'avère que ça peut être des sacs beaucoup plus gros. Après cette phase de lavage et de reconditionnement, de conditionnement du mobilier, on va passer à l'étude des différents mobiliers archéologiques. Donc pour ça, je vais passer la parole pour commencer à Emilien, notre céramologue. Bonjour, alors je suis Emilien, je suis archéologue spécialiste de l'âge du bronze et de l'âge du fer et des céramiques de ces périodes. Donc là vous avez devant vous deux lots de céramique qui proviennent de la fouille de Saran. Donc un premier lot qui est du début de l'âge du fer entre le 6e et le 5e siècle, et un lot qui est du Moyen-Âge. Donc c'est plus ma collègue Colline qui est spécialiste de cette période. Et là on est sur du 11e, 10e. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie la céramique? Parce que la céramique, c'est un matériau qu'on retrouve beaucoup sur les sites archéologiques, et il nous permet aussi de dater les couches et les faits archéologiques qu'on retrouve. Parce qu'en fait, il faut savoir que la céramique, c'est comme les modes vestimentaires, ça évolue au cours du temps. Donc comment est-ce qu'on étudie la céramique? Donc il faut savoir que la céramique, c'est tout ce qui est vaisselle en terre cuite, donc tout ce qui est vase de stockage, de cuisine et pour manger. Donc on va les classer selon différents critères, la cuisson, la granulométrie, etc.
Et donc après, une fois qu'on a fait ces comptages, on a fait de l'inventaire, on va essayer de les recoller. Donc on va essayer de faire un peu comme du puzzle. Donc voilà. Ici, on a une écuelle de l'âge du fer. Voilà, hop, je vous montre un peu. Voilà. Et là, en recollant, on obtient le bord d'un pot du Moyen-Âge, genre du 10e, 11e. Hop. Et voici. Ah, je sais. Les aléas du direct, comme on dit. Et voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait des dessins. Alors pour des dessins techniques. Donc pour ça, on va utiliser différents outils. Donc un pied à coulisse, un conformateur, un diamétron et bien sûr un crayon papier. Donc on fait des dessins sur papier millimétré à l'échelle 1. Et ensuite, pour le rapport, on reprend ça sur le logiciel Adobe Illustrator. Donc on fait ce qu'on appelle du dessin assisté par ordinateur, mais il y a un autre collègue qui va vous expliquer plus en détail, un ou une. Et donc là, c'est pour le rapport et on les met à l'échelle 1 tiers. Voilà. Alors parmi les autres mobiliers qui peuvent être découverts sur le terrain, il y a ce qu'on appelle de la faune. Et là, c'est mon collègue Justin qui va vous présenter l'étude de la faune. Alors bonjour tout le monde, moi je vais vous parler plus particulièrement d'archéozoologie. Alors qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ce terme un peu compliqué? C'est tout simplement l'étude des ossements animaux qu'on a découvert sur un site archéologique. Alors il ne faut pas confondre avec la paléontologie qui elle va plutôt s'occuper des fossiles. Donc on est sur des périodes beaucoup plus anciennes que ce que les archéologues vont étudier. Et c'est pas non plus de la zoologie qui elle va étudier les animaux actuels encore vivants. Dans l'archéozoologie, le but, ça va être de comprendre les occupations humaines à travers l'étude des animaux qui ont vécu sur ce site. Alors, comment ça se passe? Vous l'avez vu, les ossements sont lavés et reconditionnés dans des sacs pour connaître leur provenance. Et vous voyez ici différents lots issus de différentes structures archéologiques. Donc, le but de l'archéozoologue, ça va être de tirer de ces ensembles un maximum d'informations, à commencer par la détermination ostéologique, c'est-à-dire d'identifier de quelle partie anatomique proviennent ces restes et de quels animaux ils sont issus. Donc on va regarder ces ossements et on va essayer de les comparer à ce qu'on appelle une collection de références. C'est un petit peu comme une bibliothèque de squelettes d'animaux connus. Et on va les comparer pour essayer d'identifier de quels animaux sont issus ces restes. Parce que là, vous pouvez voir, c'est un petit peu compliqué quand c'est fragmenté, en mauvais état, parce qu'ils ont passé longtemps dans la terre, donc ils sont un petit peu abîmés parfois. Mais vous voyez, des fois, c'est un peu plus facile. Les os sont mieux conservés. On va pouvoir plus facilement identifier ce que c'est. Par exemple, ici, vous avez un métatarse, donc c'est un os du pied de bœuf. Pareil, ici, c'est un radius, donc l'os de l'avant-bras, par exemple. Donc voilà, on va faire cette détermination le mieux possible pour pouvoir identifier les espèces présentes. D'autres informations importantes sont les âges d'abattage de ces animaux qui vont nous apprendre beaucoup sur l'occupation humaine. Et pour faire cette détermination, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est l'étude de l'éruption dentaire. Comme chez les hommes, les animaux ont des dents de lait qui vont perdre au cours de leur vie et on va pouvoir les étudier. Vous voyez ici une mandibule, donc une mâchoire inférieure de porc, avec ici une dent de lait qui est présente ici. Une autre possibilité pour un âge un peu plus précis, c'est l'étude de l'usure dentaire. Donc les animaux vont, au cours de leur vie, user leurs dents, comme les hommes, et on va comparer par rapport à des référentiels connus le stade d'usure de ces différentes dents, qui va pouvoir nous donner un âge relativement précis de ces animaux. La dernière méthode pour connaître à peu près l'âge de l'animal, ça va être les stades d'épiphysation des ossements. Alors c'est encore une fois comme chez l'homme, quand on est jeune, les extrémités des os ne sont pas complètement soudées au corps de l'os. Donc vous voyez ici un radius de jeune bœuf qui a été tué avant d'atteindre son âge adulte, et vous voyez que l'extrémité articulaire qui est ici n'était pas encore soudée complètement au reste de l'os. Donc on sait que cet individu est mort avant l'âge de 3 ans à peu près.
Donc voilà les différents éléments pour les âges. Un autre élément important, ça va être les traces de découpe. Les traces de découpe, ça va être des traces laissées par le couteau lors du prélèvement de la viande, par exemple, la préparation bouchère, ou éventuellement de la récupération de la peau de l'animal. Vous pouvez voir ici quelques petites traces de découpe sur cette mandibule de mouton. Donc voilà, on va chercher à tirer un maximum d'informations de tout ce qu'on va avoir sous les yeux, et ça va nous apporter des informations importantes sur cette occupation humaine, comme par exemple quelles sont les préférences alimentaires des hommes qui vivaient à cet endroit, quels sont les choix économiques aussi qui sont faits, est-ce qu'on élève des animaux pour leur viande ou est-ce qu'on va les élever pour des produits secondaires comme le lait chez la chèvre, la vache, la laine chez le mouton, ou aussi est-ce qu'on va avoir des animaux très vieux qui vont probablement avoir servi au travail dans les champs par exemple. Donc voilà, toutes ces informations, elles vont nous aider à comprendre un petit peu l'occupation sur le site qu'on étudie, et ça va être des informations assez précieuses, même si la faune ne va pas nous aider à dater pleinement un site, elle va nous aider à le comprendre quand même de façon assez importante. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour la visite. Merci. Du coup, on va étudier ou en tout cas voir ce qui se passe après. Donc là, le mobilier a été lavé, reconditionné, il a été en partie étudié, mais il faut pouvoir le conserver dans le temps, et c'est ma collègue Colline qui va vous expliquer le stockage. Bonjour à tous, donc moi c'est Colline, je suis serveuse médiéviste et je gère aussi la régie des collections au sein des services. Alors de quoi il s'agit? C'est assez simple en principe, mais parfois ça peut être assez compliqué aussi. Donc dès le terrain, en fait on met en place des mesures de conservation du mobilier. Ce sont des mesures ce qu'on appelle de conservation préventive. Le but est de pouvoir préserver le mobilier le plus possible dans le temps. Pour ça, selon les matériaux, on a plusieurs types de conditionnement. Les mobiliers les moins fragiles, on va être dans ce type de caisse. Il y a la céramique ou par exemple ici les terres architecturales. Donc ce sont les tuiles, les briques que l'on retrouve sur les chantiers. Donc pour chaque caisse, ce qui est important pour le mobilier, c'est qu'on ait l'identification, toujours. Le site avec l'année, le numéro de site et les identifiants stratigraphiques qui proviennent du terrain et qui nous permettent ensuite de pouvoir dater et comprendre l'organisation du site. Donc dans chaque caisse, on va retrouver un inventaire qui récapitule tout ce qu'il y a dans la caisse avec notamment les quantifications, l'étiquetage de la caisse. Donc vous voyez le numéro de la caisse, le type de mobilier, le nom de l'opération. Toutes ces informations sont nécessaires pour qu'on puisse retrouver à tout moment le mobilier. Pour les mobiliers plus fragiles, comme le métal par exemple, on a besoin de contenants hermétiques. C'est un mobilier qui se dégrade très facilement et qui doit être conservé dans des conditions particulières, notamment d'humidité. Pour ce faire, on met des petits témoins qui nous permettent de mesurer le taux d'humidité dans chaque boîte. Selon le taux, la variation du taux, on met ce qu'on appelle du silica à gel qui permet de mieux contrôler l'humidité à l'intérieur de chaque contenant. Donc pour le métal, il faut être autour de 40% d'humidité pour être dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au sein du service. Nous avons aussi d'autres matériaux qui sont conservés dans des conditions particulières, comme le cuir dans l'eau ou encore des prélèvements. Vous voyez, je vais vous montrer qu'on conserve dans un frigo. Ça peut paraître bizarre, mais ça fait partie aussi de notre travail. Donc ce sont des sédiments qui ont été prélevés sur le terrain et qui peuvent être utilisés pour faire des études, par exemple de carpologie, de recherche de datation ou encore de comprendre la nature du sédiment ou encore de géomorphologie, micromorphologie. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de caisses au sein du service. Toutes ces caisses sont soit étudiées, soit en cours d'étude. Et le but après, c'est que tout le mobilier que l'on trouve est versé à l'État. Donc c'est une étape importante, il faut que tout soit bien noté, classifié, pour qu'on puisse rendre le mobilier et qu'il puisse être étudié par d'autres personnes que nous, d'autres chercheurs. Voilà. Merci Colline. Du coup, on va passer à une autre étape. Là, on était plus sur la gestion du mobilier, tout ce qui a été découvert sur le terrain, physiquement, et qui a pu être emmené. Après, il y a beaucoup d'informations qu'il faut pouvoir traiter
des informations théoriques, c'est-à-dire les structures qui ont été trouvées sur le terrain, ou encore tous les dessins, tout ce qui a pu être, les dessins, les enregistrements, etc., qui ont pu être faits par les archéologues sur le terrain. Et donc là, on passe dans un autre type d'étude, c'est vraiment l'étude des données archéologiques. Et pour ça, on va commencer avec Amélie qui va vous présenter la DAO et le SIG. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis archéologue et spécialisée pour le Moyen-Âge. Alors moi je vais vous présenter une autre étape. Alors là, quand on est sur les chantiers archéologiques, quand on fouille, on dessine tout ce qu'on voit, tous les vestiges qu'on peut découvrir. Et on fait notamment, là on voit un panel, ici on dessine les plans, les contours des vestiges et également leurs sections, leurs coupes. Donc voilà, on en voit plein. Et là, je vais vous montrer par exemple celle-ci en détail. Donc là, c'est une grande coupe. Donc on dessine ici au 20e. Puis ensuite, quand on arrive au bureau, on scanne cette feuille-là et on l'exploite dans un logiciel qui permet de faire du dessin assisté par ordinateur. Alors là, ici, on retrouve ici le scan. Et nous, notre travail, c'est d'utiliser ce logiciel pour pouvoir redessiner dessus tous les contours. Donc là, ici, je repositionne les différents calques. Je vous enlève le scan en dessous, et voilà, c'est tout propre. Tout est mis au propre, tout est calé de façon à ce que tous les calques soient comparables. Puis par la suite, ces coupes-là, tous ces dessins que l'on fait, ces plans, sont exploités dans nos rapports de fouilles ou rapports de diagnostic archéologique. C'est aussi tout simplement des documents pour nous aider à réfléchir. Et puis en parallèle, nous utilisons aussi un autre logiciel qui est un système d'information géographique. En fait, quand on fouille, on répertorie tout, on topographie tout sur le terrain. Donc tout est géoréférencé, c'est-à-dire repéré dans l'espace en X, Y, Z. Et là, ici, par exemple, je vous montre ici, on voit des ronds, des silos, des fours de potier, etc. Là, ici, on se retrouve par exemple à Saran. Et tout ce que vous voyez ici en couleur, ce sont la répartition de ces vestiges en fonction des périodes qui ont été identifiées à l'aide de la céramique notamment. Donc l'objectif pour nous, c'est d'essayer de créer des cartes qui peuvent être exploitées, présentées dans nos rapports scientifiques. Voilà. Toutes les cases que vous voyez, elles ont un intérêt, elles renseignent une information. Ça nous permet, comme pour les sacs dont vous parlait Colline tout à l'heure, c'est avoir toutes les informations regroupées et pouvoir tout retrouver. C'est-à-dire que si on prend un sac dans une des caisses, on regarde le numéro de la structure archéologique où il a été découvert, ensuite on vérifie dans la base de données, on peut savoir précisément où cette structure se situait parce qu'on croise cette information, le numéro, avec les plans dont vous parlez Amélie tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui regroupe les données. Et pourquoi on fait tous ces regroupements aussi? C'est pour pouvoir tout synthétiser de façon archéologique. Donc le rapport d'opération des données trouvées sur le terrain. Et là pareil, vous voyez, ma collègue, elle peut vous montrer ce à quoi ça ressemble. Les rapports, on fait la PAO, donc la publication assistée par ordinateur, nous-mêmes. Donc on condense toutes nos informations et on met en page un rapport. Pour vous montrer ce à quoi ça ressemble au final, là on a l'exemple d'un rapport de fouille de Saran. Donc c'est énorme, j'ai bien dit un rapport, donc c'est une fouille qui a plusieurs volumes. Dans ces volumes, ce qu'on va trouver, c'est vraiment la description de toutes les structures archéologiques métalliques. Et parmi les autres choses, ce qu'on peut trouver, ce sont aussi des plans. Donc là, pareil, en SIG. Donc là, c'est vraiment la DAO, le dessin assisté par ordinateur qui a été fait depuis les données de terrain et qui sont remises au propre, comme vous montrait ma collègue, et intégrées dans le rapport. Donc chaque étape que vous avez vue aujourd'hui est un maillon de la chaîne opératoire de ce qu'on appelle la post-fouille, donc après le terrain. Et pour faire encore plus fun, voilà, la base de données, ça nous donne ça à terme, c'est-à-dire l'intégralité de l'inventaire des données du terrain. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce que notre métier, notre mission, c'est d'enregistrer la donnée archéologique, puisque comme on vous a dit, on fait de l'archéologie préventive. Et préventive, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux qui vont être effectués sur le terrain et qui vont détruire la donnée. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'enregistrer toute cette donnée de manière à ne rien perdre, à pouvoir condenser l'information et surtout la restituer donc dans un rapport, comme vous avez vu là. Mais le rapport en lui-même, ça n'est pas une fin en soi.
L'objectif n'est pas juste de faire des rapports, on va vous montrer des rapports, on en a beaucoup, parce que des opérations, on en fait beaucoup, et aussi on en partage des rapports avec nos collègues d'autres structures archéologiques, d'autres opérateurs archéologiques. Donc toutes les étagères du bas de notre bibliothèque, là, tout ce que vous voyez avec des lettres, ce sont des rapports d'archéologie. Mais mettre un rapport sur une étagère, ça n'est pas la finalité de notre métier. Notre métier, c'est surtout de vous transmettre cette information, et c'est aussi pour ça qu'on fait le live aujourd'hui, parce que valoriser, ce qu'on appelle la valorisation archéologique, c'est ce qui fait vibrer l'archéologue. C'est surtout pour ça qu'on fait ce métier, pas juste pour mettre des rapports sur une bibliothèque. Et ça prend plein de formes différentes, comme aujourd'hui je vous dis, ou aussi par des expositions, par des rencontres en direct quand ça le permet, quand la crise sanitaire ne nous en empêche pas, avec par exemple les journées européennes de l'archéologie qui ont lieu en juin, ou les journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre. On essaye aussi de faire des choses comme des portes ouvertes sur le terrain quand on le peut. Voilà, on essaye au maximum de venir au contact avec vous, parce que l'objectif c'est de vous faire découvrir l'archéologie et votre histoire surtout, et ce qui se passe au plus près de chez vous. Voilà, j'espère que le live vous a plu. Nous, on vous remercie de votre attention. Je remercie tous mes collègues de bien avoir voulu jouer le jeu et d'avoir fait de leur mieux pour être clair. Et puis, je vous dis à bientôt sur le Facebook du Loiret. Merci.